Bonjour à tous! Alors tout d'abord, pour ceux qui suivent la chaîne, désolée pour ma longue absence, mais ça y est, je suis de retour. Pour les autres, je m'appelle Gaëlle et je suis étudiante en dernière année à l'école vétérinaire d'Alfort. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de santé animale comme c'était le cas dans mes vidéos précédentes, mais on va parler du monde vétérinaire qui est en pleine révolution. À tel point que certains décrivent ce qu'il se passe comme le plus gros changement dans la profession depuis 1923 et la création du doctorat vétérinaire délivré par les écoles nationales vétérinaires. On va donc parler aujourd'hui des écoles vétérinaires privées. Et pour que vous compreniez bien les enjeux, je vais reprendre à la base. Aujourd'hui, quand un jeune veut devenir vétérinaire et qu'il souhaite étudier en France, il doit rentrer dans l'une des 4 écoles vétérinaires publiques qui existent. Pour cela, il doit passer le concours commun d'entrée aux écoles vétérinaires. Et pour préparer ce concours, il a plusieurs options qui correspondent à différentes voies d'accès. Chacune de ces voies offre un nombre de places limité et ce numerus clausus est encadré par l'État. Pour la rentrée 2021, ce numerus clausus est fixé à 646 places, auxquelles s'ajoutent 160 étudiants issus du bac qui pour la première fois rentreront en école vétérinaire dans une année qu'on appelle A0. Ils rejoindront à la rentrée 2022 les étudiants issus des autres filières en première année d'école vétérinaire en A1. Ceci conduira donc à la diminution des effectifs issus des autres voies et c'est vraisemblablement la voie A qui verra ses places offertes diminuer. 646 vétérinaires formés en France chaque année, ça peut paraître énorme, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de vétérinaires formés en France, et selon l'Ordre des vétérinaires, 48% des primo-inscrits sont formés à l'étranger. Cela signifie donc qu'un vétérinaire sur deux qui vient travailler en France a étudié à l'étranger. La plupart de ces vétérinaires viennent essentiellement d'Espagne, qui a autorisé depuis plusieurs années les écoles vétérinaires privées. Pour combler le déficit actuel en vétérinaire, le chiffre avancé est de 1000 vétérinaires formés en France par an. Alors face à ce manque en vétérinaire, l'État a décidé d'agir et de créer des places en école nationale vétérinaire. Non, pas du tout en fait. L'État a décidé de permettre la création d'écoles vétérinaires privées. Et l'amendement à l'origine de cette autorisation a pas mal fait polémique car en fond, on y retrouve un bon vieux conflit d'intérêts. Unilassal est un groupe d'écoles supérieures notamment porté sur l'enseignement agricole. Et depuis quelques années, le projet de créer une école vétérinaire privée traîne dans leur tiroir. Seulement, jusqu'à présent, il n'était pas possible pour une école privée de former des docteurs vétérinaires en France. Et bien qu'à cela ne tienne, un amendement sur la création d'écoles vétérinaires privées a été déposé au Sénat, notamment par la sénatrice Sophie Primas, également membre du comité de direction d'Unilassal. Leur projet a suscité une vive réaction au sein de la profession vétérinaire et avec cette vidéo, mon objectif est de présenter les arguments des différents parties prenantes. J'ai donc envoyé un mail à la sénatrice Sophie Primas qui n'a pas souhaité me répondre. Peut-être a-t-elle quelque chose à se reprocher. J'ai également contacté Unilassal qui a courageusement accepté de me répondre et j'ai ainsi pu rencontrer leur directeur général, Philippe Choquet. Qu'on m'avance un argument tangible. Et enfin, j'ai pu interviewer le docteur vétérinaire Marie Cauchois qui a été à l'initiative d'une page Facebook contre la création d'écoles vétérinaires privées et qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Le concept d'école privée vétérinaire en France, pour moi, c'est pas possible. Vous allez donc voir dans la suite de cette vidéo les extraits de 2 interviews que j'ai pu mener, entrecoupées de phases explicatives de ma part pour que ceux qui n'ont rien suivi au sujet ne soient pas perdus. C'est parti! La première question que j'ai voulu poser, c'est pourquoi? Pourquoi ce projet? Pourquoi maintenant? Et à l'époque, donc à la demande du ministère, on a commencé à travailler sur un projet de formation vétérinaire dès 2008. Vous voyez, ça remonte. Ouais. Donc, on a continué à travailler sur le projet. On a eu des réflexions. Alors, le projet est revenu sur la table en 2015. Alors, 2015, les esprits n'étaient pas encore prêts, et voilà. Et à l'époque, on a de nouveau eu une fin de non-recevoir. Des années, il y avait eu des concertations. Je pense que les syndicats s'étaient clairement manifestés contre ce projet. Et puis, je pense qu'en fait, ça s'est fait un petit peu en sous-marin pour justement éviter qu'on donne notre avis, parce qu'ils savent très bien qu'on est opposé à ce genre de sujet. Donc ce projet remonte à plusieurs années et aujourd'hui, grâce à un contexte politique favorable, l'amendement a pu passer. Je vous le disais, ce qui a notamment fait polémique, ce sont les soupçons de conflit d'intérêts sous-jacents à l'amendement et également le lobbying qu'aurait fait Unilassal concernant ce projet de loi. Le projet d'Unilassal, alors déjà, on devrait quand même se poser beaucoup de questions sur la façon dont ils ont réussi à obtenir un amendement de la loi. Je pense qu'ils ont un lobbying qui est très très fort. C'est pas Unilassal qui a porté l'amendement en disant bah voilà, il faut déposer ça. Hein. Voilà, ça a été un amendement qui était soutenu par le gouvernement. Hein. Donc on n'est pas intervenu comme un cabinet de lobbyistes. Je vous laisse vous faire votre avis là-dessus.
En introduction, je vous ai parlé du manque de vétérinaires en France et du fait que certains jeunes partaient étudier en Europe dans des écoles vétérinaires privées. On peut par exemple citer l'université de Valence qui a ouvert un cursus vétérinaire en français à 15 000 € l'année, ou encore l'université de Cluj-Napoca en Roumanie qui a ouvert un cursus vétérinaire en français également à 6 000 € l'année. Le diplôme vétérinaire, c'est un diplôme européen. Donc le marché de l'offre de formation est européen. Il y a l'enjeu de rapatrier en France des activités qu'on a laissées partir à l'étranger, de reprendre le contrôle qualitatif d'un nombre plus important de Français qui se formeraient, puisqu'en fait ils seraient formés en France dans un établissement sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Donc c'est une reprise en main en fait de ce qu'on a laissé partir. Sauf que de toute manière, nous, on n'a aucune influence sur le nombre de vétérinaires qui sont formés à l'étranger. Je pense qu'à un moment ou un autre, de toute manière, il faudra se poser la question, peut-être au niveau européen, de réguler tout ça. Quand tu regardes les pays qui ont fait des écoles privées, c'est des pays où finalement, il y a une paupérisation de la profession. Pour rebondir là-dessus, on peut évidemment citer l'Espagne où le marché du travail est actuellement complètement saturé pour les vétérinaires. Alors combattre la concurrence européenne en ouvrant des écoles vétérinaires privées en France, ça peut paraître une bonne idée, mais encore faut-il pouvoir assurer la qualité de la formation qui y est dispensée. La probité de notre formation est garantie par les formations dans les écoles nationales vétérinaires. Donc vous prenez réglementation européenne, A3EV, code rural. Donc ce dont on peut être sûr, c'est que ces écoles associatives françaises qui porteraient une formation vétérinaire, la formation vétérinaire sera de la même qualité que les écoles publiques. Moi, j'attends de voir, en fait. Le problème, c'est que pour l'instant, le ministère dit garantir une formation de qualité, mais dans quelques années, est-ce qu'il aura toujours le contrôle? On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je pense que la meilleure façon pour le ministère d'assurer la qualité de la formation, c'est de rester sur un système public. Et puisqu'on parle de la formation dans les écoles vétérinaires privées, un point qui a pas mal fait polémique, c'est la place des lobbies au sein des conseils d'administration de ces écoles. Vous avez des lobbies hyper forts qui financent ces écoles, qui sont en lien avec la FNSEA. Quand vous voyez que le président du NILASAL, c'est aussi le président de la PCA, à un moment, il faut peut-être juste se dire qu'ils ne sont pas tout à fait innocents. Il ne faut pas croire qu'on est soumis au lobby. Il y a des entreprises privées au conseil d'administration des écoles publiques. Vous n'êtes pas vendus au lobby. Demain, quand on aura notre école vétérinaire, si on a notre école vétérinaire, on fera rentrer des vétérinaires ou des représentants de filières vétérinaires à notre conseil d'administration. S'il y a un point sur lequel les deux parties s'accordent, c'est qu'il n'y a pas assez de vétérinaires formés en France. Et le fond du problème, c'est que pour eux, la solution n'est pas la même. Ce projet, il ne se veut pas contre. Il est fait pour apporter, pas pour apporter une solution au problème, pour apporter un bout de solution. En fait, elle est hyper simple. Moi, j'en ai discuté avec les syndicats des enseignants chercheurs, j'en ai discuté avec le SNVEL. La solution, c'est on augmente les effectifs dans les écoles vétérinaires françaises. Oui, mais dans ce cas-là, que la profession vétérinaire paye les 45 000 € par élève et par an. Le souci, c'est qu'effectivement, il faut que le ministère nous suive. Il faut qu'ils augmentent les moyens, il faut qu'ils donnent les moyens à nos écoles de pouvoir former plus d'étudiants. Ça, voilà. La solution, elle est simple. Sur les 4 écoles, il y en a déjà 2 qui ont dit qu'ils pouvaient augmenter leurs effectifs. Les 2 autres ne se sont pas prononcés. Donc, ils sont en capacité si on leur donne de l'argent. Ça, c'est clair. Ouais. Mais effectivement, le gros problème, là, c'est le ministère qui doit débloquer de l'argent. Vous venez d'entendre Monsieur Choquet évoquer le chiffre de 45 000 € par élève et par an. Ce chiffre correspond à ce que l'État débourse chaque année pour un étudiant en école nationale vétérinaire. Les étudiants non boursiers payent environ 5% de ce prix, soit environ 2 500 €. Unilassal propose une formation qui coûterait environ 15 000 € à chaque élève chaque année. Voyons un petit peu comment est-ce qu'ils expliquent leur budget et les coûts de leur formation. Nous, on est plutôt autour de 25-30 000. Pour équilibrer ma formation, je dis toujours, allez, j'ai des familles qui payent 50-60%. J'ai l'État qui me donne un peu d'argent, peut-être 10-20%. J'ai les collectivités qui me donnent un peu d'argent. Et j'ai les entreprises avec qui j'ai des contrats de recherche et tout ça. Rien que la masse salariale, c'est plus de 20 000 € par élève et par an. Donc on ne peut pas faire de miracle. Hein, voilà. Donc oui, on va essayer de comprimer au maximum le prix. Mais on ne peut pas faire de miracle. Face à un tel coût de formation, une des plus grandes craintes, c'est que les élèves ne soient plus recrutés en fonction de leur mérite et de leur capacité, mais uniquement en fonction du portefeuille de leurs parents et de leur capacité à débourser une telle somme. Donc système concours, plus dossier, plus entretien, plus épreuve technique.
hein, voilà. Et tout ça fait que je pense qu'on pourra arriver à recruter des candidats de valeur, hein, de très bon niveau. Je pense qu'on a une profession qui doit être sélectionnée par le mérite, par la difficulté éventuellement de passer le concours ou éventuellement maintenant par le post-bac d'avoir un dossier béton. Mais je ne pense pas que ce soit la somme d'argent qu'on va être capable de donner à une école qui doit permettre de devenir vétérinaire. Pour financer le prix de ces études, qui reviendrait environ à 90 000 € par élève pour les 6 années de formation, Unilassal dit que des bourses seront proposées par les collectivités locales en échange d'un laps de temps défini où l'élève aura obligation de s'installer une fois son diplôme obtenu. Le fait qu'une collectivité locale puisse financer une maison médicale pour attirer des jeunes médecins, puisse financer les études d'un vétérinaire pour faire en sorte que le vétérinaire vienne, c'est jamais une chaîne, c'est une facilité. Si à un moment le jeune ne se sent pas bien, il peut très bien dire, écoutez, je romps mon contrat et je rembourse. Il y a des sommes astronomiques pour l'instant de ce qui... Alors, c'est la durée des études, ça fait des sommes quand même oui, colossales. oui, mais après, mais ce qui est important, c'est de ne pas être prisonnier, d'être libre de mon choix. Une autre possibilité évoquée par Unilassal, c'est les droits de pantoufles. Je pense qu'il y aura des structures qui le feront. Mais comme ça se fait à Polytechnique, par exemple, il y avait le droit de pantoufle. Pour vous expliquer simplement ce qu'est la pantoufle, c'est lorsqu'une entreprise privée vous promet de payer vos frais de scolarité en échange de votre part d'une obligation de travailler chez eux pendant un certain nombre d'années. Monsieur Choquet a complètement raison d'évoquer cela pour les élèves issus de très grandes écoles comme par exemple Polytechnique, c'est quelque chose qui se fait assez couramment. En revanche, cela se fait dans ces milieux car tout simplement les entreprises qui embauchent sont des entreprises gigantesques avec des millions d'euros de chiffre d'affaires et de bénéfices chaque année. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas des cliniques vétérinaires privées. On peut donc s'interroger aujourd'hui sur la transposition d'un tel modèle au monde vétérinaire qui paraît aujourd'hui plutôt improbable. Un des enjeux majeurs de la profession vétérinaire actuellement, c'est la désertification du milieu rural. De moins en moins de vétérinaires choisissent de travailler en zone rurale avec les animaux qui y sont associés, donc les vaches, les moutons, les chèvres, etc. Et c'est là que le projet d'école vétérinaire privée pourrait apporter une solution, ou pas, selon l'avis. Alors après, les gens nous disent, bah oui, mais vous dites que votre système va être payant, et en rural, ça paye moins. Et donc, pourquoi les gens qui payent leurs études iraient travailler en rural alors que les gens du public n'y vont pas? J'entends. Mais en école d'ingé, c'est exactement ce qui se passe. Le problème de la ruralité, c'est pas un problème d'effectif, c'est un problème de mal-être dans la profession. C'est hyper difficile d'être un vétérinaire rural, surtout dans une zone avec une très faible densité d'élevage. Aller faire 2 vélages en plein milieu de la nuit à 60 km l'un de l'autre, à un moment, qui tient le coup pour faire ce genre de choses? Et puis, la solution d'Unilassal de dire que ces jeunes vétérinaires vont aller en zone rurale alors qu'ils auront 90 000 € de dettes sur le dos, quand on sait à quel point c'est difficile de s'installer et que c'est peu rentable d'aller s'installer par exemple au fin fond de la Creuse, jamais ils pourront rembourser. Donc on a déjà un mal-être très important, on a un taux de suicide très important dans notre profession. Est-ce qu'on a vraiment envie d'envoyer ces jeunes-là au casse-pipe? Moi je ne pense pas que ce soit la solution. L'enjeu rural, il y a peut-être attirer des jeunes qui ont une sensibilité rurale, conserver leur motivation, passion pour les zones rurales, puis après faire en sorte aussi qu'ils puissent en vivre. Hein? Voilà, je vous vois sourire par rapport à ça. Et c'est normal. Alors juste pour vous expliquer pourquoi cette réflexion de Monsieur Choquet m'a fait rire, on va revenir sur le salaire des vétérinaires. Aujourd'hui, quand un jeune vétérinaire sort d'école, il est payé suivant la convention collective la plupart du temps. C'est une grille des salaires définie par l'ordre des vétérinaires et que la plupart des cliniques suivent. Supposons qu'un jeune sorte d'Unilassal en suivant cette grille. S'il met un tiers de son salaire uniquement pour le remboursement de son prêt étudiant et en considérant comme le premier Unilassal qu'il aura un prêt à taux zéro grâce aux accords avec les banques qu'Unilassal peut avoir, eh bien ce jeune, il va tout de même mettre environ 10 ans à rembourser son prêt étudiant. C'est énorme comme laps de temps, là-dessus tout le monde s'accorde. Et ce que suggérait Monsieur Choquet qui m'a fait sourire, c'est que pour lui, il suffit d'augmenter le salaire des vétérinaires, ça augmentera ainsi leur capacité à rembourser et donc ça diminuera leur temps de remboursement. Seulement voilà, d'où vient le salaire des vétérinaires? Il vient essentiellement des propriétaires d'animaux et pour ceux qui travaillent en zone rurale, des éleveurs. Alors augmenter le salaire des vétérinaires en zone rurale, ça revient à augmenter leurs tarifs pour les éleveurs qui peinent malheureusement déjà à s'en sortir.
La grille de la convention collective, elle peut paraître faible, mais aujourd'hui elle correspond à une réalité. Celle d'un monde rural qui est en crise, et celle de propriétaires d'animaux qui ne sont pas prêts à dépenser plus pour leurs animaux et qui ne veulent pas plus payer leurs soignants. Derrière l'enjeu de la formation des vétérinaires, c'est aussi et surtout un questionnement sur la place des vétérinaires au sein de notre société qui se pose. Alors après, ce qui me surprend aussi, c'est que une profession qui est à 90-95% privée disent on ne croit que dans le public. Mais pourquoi ils ne travaillent pas dans le public? Il investit aussi dans notre mandat sanitaire. C'est-à-dire que, mine de rien, moi, quand je vaccine un chien contre la rage, quand je fais une surveillance mordeur, j'assure un rôle pour l'État. Quand les vétos font des contrôles, toute la prophylaxie, tout ça, c'est pour l'État qu'on l'assure. Alors certes, on a une rémunération, mais enfin, on a aussi des missions de service public. Voilà. Donc l'État investit, mais on a un juste retour des choses, je trouve. Comme l'a dit M. Choquet, la plupart des vétérinaires travaillent en clinique privée. Mais comme l'a rappelé le Dr Cauchois, la plupart des vétérinaires effectuent des missions au quotidien au service de l'État. Elle a notamment parlé de la surveillance mordeur et je vais juste vous expliquer rapidement ce que c'est. Cela consiste en des visites chez le vétérinaire. Si jamais un chien vous mord, ce chien devra faire 3 visites chez son vétérinaire pour vérifier qu'il ne pouvait pas vous transmettre la rage au moment de la morsure. C'est donc une mission de service public pour vérifier que la rage n'existe plus en France et ne se transmet plus. Elle a également parlé de la prophylaxie. Pour vous expliquer simplement, ce sont des prises de sang obligatoires à faire chaque année dans les élevages. L'État paye les vétérinaires pour les faire et grâce à cela, il vérifie que des maladies dangereuses pour la société n'y sont pas présentes. C'est une autre mission de service public des vétérinaires. Alors au final, quelle place pour ces écoles vétérinaires privées? Je vous laisse avec le mot de la fin de chacun de mes interlocuteurs. Mon objectif, c'est pas de jouer contre, on ne va pas être concurrent, on ne sera pas concurrent. Chacun son métier. Je pense qu'ils sont agro, on est véto, ils sont ingénieurs, nous on est dans le soin, nous on est le médecin de l'animal et c'est là qu'il faut recadrer les choses. Le métier a une spécificité, c'est le soin. Ça c'est quelque chose qu'ils peuvent pas, je pense qu'ils ne peuvent pas intégrer. Eux, ils sont dans la rentabilité, ils sont dans l'entreprise, enfin c'est différent. Pour finir cette vidéo, que va-t-il se passer à l'avenir ? Est-ce que ce projet a une chance de voir le jour? Eh bien aujourd'hui, le projet il est encore en attente des décrets d'application du ministère de l'Agriculture et là-dessus, il est encore possible qu'il y ait du changement. Dans un pays où l'animal, son bien-être, sa condition sont au cœur des préoccupations, où une maladie issue du monde animal paralyse le monde. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le coronavirus et les animaux, elle est vraiment très bien. Ce projet, au-delà de questionner sur la profession vétérinaire, il interroge sur notre rapport aux animaux et au crédit qu'on accorde à leurs soignants. Et même si certains aiment à croire que la profession vétérinaire est une profession de vendus qui ne font cela que pour l'argent, c'est évidemment faux. La profession vétérinaire est une profession de passionnés, une profession de personnes volontaires qui ont dédié leur vie entière aux animaux, à leur santé, à leur bien-être. Et si aujourd'hui cette profession n'est pas unanime pour un projet qui dit vouloir les aider, il va falloir que chacun s'interroge sur son rapport aux animaux et sur l'importance qu'il accorde à leurs soignants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez compris les différents tenants et aboutissants de l'enjeu des écoles vétérinaires privées. Pour ceux qui sont le plus motivés, comme d'habitude, je mettrai des liens en barre d'infos avec plus d'informations pour aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez encore des questions. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si le sujet des écoles vétérinaires privées vous a semblé important, n'hésitez pas également à partager la vidéo pour permettre de faire connaître mon travail et de faire connaître surtout ces sujets. Et puis moi, de mon côté, je ne vous fixe pas de date de prochaine vidéo cette fois. Je veux prendre le temps de faire des vidéos de qualité sur des sujets qui me plaisent, donc on verra quand sera la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.